Aujourd'hui, 31 juillet, la communauté internationale célèbre la femme africaine. Femme et vie. Cette ONG qui, depuis quelques années déjà, s'immisce et s'intéresse à l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu urbain et rural, n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Alors, elle a organisé ce débat avec des personnalités d'envergure qui représentent la société civile d'une part et d'autre part les acteurs au cœur de la mère et de l'enfant pour essayer de parler du décès maternel et des moyens de prévention. Je suis Arondobo Dimitri, je suis inspecteur d'action sanitaire, je suis secrétaire exécutif de Femmes et Vie. Je suis chargé de mener ce débat sur grossesse, accouchement, décès maternel, opinion des acteurs, responsabilité et perspective. Et pour mener ce débat, je suis sur ce plateau avec Madame Gandarpo Isabelle. Vous êtes à ma droite. Vous êtes blog et spécialiste du plaisir sexuel. Je pense qu'ils sont nombreux les téléspectateurs qui attendent à ce que nous donnions des informations sur ce que c'est et comment arrive-t-on à devenir spécialiste du plaisir sexuel. Je vous reviens d'ici là. À ma gauche, j'ai Madame Elvie Opeisha. Vous êtes cette femme diplômée d'État au centre de santé Ita Djabou, c'est bien ça? Oui. Vous êtes également membre de Femmes et Vie. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Henri Avossitien, juste à côté de Madame Elvie Opeisha. Vous êtes plutôt inspecteur d'action sanitaire comme moi. Vous êtes coordonnateur département santé ITB. Vous êtes chargé de l'organisation des affaires sociales à Femmes et Vie. Alors sans plus tarder, je vais m'adresser à la première, à Madame Gandarpo. Avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de vous poser d'abord quelques questions qui cadrent avec vos titres. Pourquoi avez-vous choisi précisément de travailler dans le plaisir sexuel? Merci pour la question. Déjà, le sexe est au cœur du couple, au cœur de nos vies. Sans le sexe, la vie n'existerait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le plaisir sexuel, c'est quelque chose de très primordial pour la convivialité dans le couple. La remarque est vraiment amère que dans la société, il y a beaucoup de couples qui se disloquent à cause du sexe parce que l'un n'est pas satisfait. Donc, je me suis donné comme rôle d'aider les foyers en difficulté à cause du sexe. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent par exemple de sécheresse vaginale. L'homme n'est pas satisfait parce que sa femme ne mouille pas correctement, elle ne se donne pas correctement. Et du coup, avec cette insatisfaction, bienvenue l'infidélité et le divorce en quelques mois de mariage. Voilà. Merci beaucoup Madame Gandarpo Isabelle. Je ne vais pas vous quitter, j'ai directement une question à vous poser pour que nous rentrions vraiment dans le vif du sujet. Dites-moi, Madame Gandarpo Isabelle, pourquoi la communauté internationale a choisi plutôt le 31 juillet pour célébrer la femme africaine? Pourquoi cette date? Et qu'est-ce qui a motivé les organismes internationaux? Qu'est-ce qui a motivé les politiques à décider de célébrer la femme le 31 juillet? Le 31 juillet, cette date n'a pas été choisie au hasard pour célébrer la femme africaine précisément. En 1962, toutes les femmes africaines se réunissaient pour la première fois pour parler en fait des difficultés que rencontre la femme africaine pour son émancipation, pour sa promotion, parce que bon nombre de femmes africaines sont confrontées à des difficultés, elles n'arrivent vraiment pas à faire valoir leur capacité, leur aptitude dans la société. Donc, après cette assise en 1962, le 31 juillet 1974, a été mis en place l'organisation panafricaine des femmes africaines appelée PAO. Donc à partir de 1974 à ce jour, on célèbre la femme africaine tous les 31 juillet. Bon, voilà un peu pourquoi la communauté internationale célèbre tous les 31 juillet la femme africaine précisément. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui déjà ceux qui nous suivent depuis le petit écran ont compris ce pourquoi les 31 juillet nous célébrons la femme africaine. Je ne vais pas m'attarder sur la question, je vais plutôt me diriger vers mes invités qui sont à ma gauche. Madame Elvie, vous êtes bien installée? Bien sûr. La femme promet la vie à travers l'accouchement, c'est bien ce qu'on dit, c'est pas quelque chose de transposé.
pour qu'elle y arrive, elle doit se faire suivre par une sage-femme diplômée, une sage-femme, n'est-ce pas? Ouais. Comme les gens ont l'habitude de le dire, il faut bien préciser, sage-femme diplômée d'État et non sage-femme. C'est ça. Elle aurait à cœur que je puisse dire de telles choses ici. Lors des consultations prénatales. Alors dites-moi, Madame Elvie Opécha, quelle est donc l'importance des CPN, des consultations prénatales, lors de la grossesse? Merci Monsieur Dimitri. Alors la consultation prénatale est comme une protection pour la femme et pour l'enfant, disons pour le couple en général. Elle permet de surveiller l'évolution de la grossesse pour éviter, je dirais pour prévenir des complications évitables. Il est donc recommandé que la femme, dès qu'elle a un retard de ses menstrues ou dès qu'elle commence à sentir les signes sympathiques de la grossesse, d'avoir le plus rapidement possible recours à une formation sanitaire pour se faire consulter et surtout de suivre les conseils que lui donnera l'agent de santé. Merci beaucoup Madame Elvie Opécha. Avant de reprendre la parole, je vais m'adresser directement à l'homme, au monsieur qui est parmi nous, celui qui occupe tellement de postes, qui aujourd'hui s'occupe des affaires sociales à Femme et Vie. Monsieur Henri Favre-Sétien, il arrive parfois qu'on entende que le conjoint a sa partition à jouer dans la gestion des étapes de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Pour nous expliquer un peu comment le conjoint peut accompagner, quel est le rôle du conjoint dans l'accompagnement de la femme, de sa conjointe tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je vais partir sur la base du plaisir sexuel. Qui parle du plaisir sexuel, parle de l'homme et de la femme. Et avant qu'on ne parle de grossesse, c'est qu'on a eu ce plaisir. Et pourquoi laisser alors la femme seule subir je dirais pas douleur, mais je dirais pourquoi laisser la femme seule subir la douleur de la grossesse. Donc en tant que mari, en tant que conjoint de la femme, il faut déjà un soutien psychologique à son épouse. Il faut un soutien financier parce qu'à l'hôpital, il faut forcément de l'argent pour que le personnel médical puisse aider la femme, aider le nouveau-né à naître. En dehors de ça, c'est pas seulement remettre l'argent, c'est pas seulement sortir l'argent qui fait la chose. Il faut aussi accompagner la femme au CPN, aux consultations prénatales. Parce que ça remonte vraiment le moral. La femme seule à l'hôpital, la psychose, elle a. Mais accompagnée de son conjoint, elle sait qu'elle n'a pas subi, elle n'aura pas à subir seule la douleur de la grossesse. Parce que quand on dit grossesse, c'est bienvenue la douleur pour 9 mois. Merci beaucoup, monsieur Henri Favre-Sétien. Vous aurez compris, chers téléspectateurs, aujourd'hui, la femme a besoin de l'homme pour pouvoir suivre les consultations prénatales. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et l'homme doit pouvoir accompagner sa femme afin de l'aider tout au long des étapes de la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Donc, aujourd'hui, nous appelons et nous interpellons les hommes qui n'arrivent toujours pas à suivre, à jouer pleinement ce rôle, à se donner du temps pour accompagner leur conjoint afin que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et Madame Gandafo Isabelle, c'est bien ça, Madame Gandafo Isabelle. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle. Le monde de la santé, une bonne partie quand même de la population préfère l'automédication. Voilà un fléau qui fait rage. Et moi, la première des choses que j'aimerais vous demander, c'est d'abord quoi? Qu'est-ce que c'est l'automédication? Pour les profanes qui ne maîtrisent pas, mais qui jusque-là, ça donne et préfèrent l'automédication. Merci. L'automédication, déjà, c'est le fait de prendre des médicaments qui n'ont pas été prescrits par un spécialiste de la santé. Je prends un exemple, j'ai mal à la tête, bon, je vais prendre un médicament, je bois, je dis, bon, c'est passé déjà. Ou bien je me dis, bon,
j'ai tel symptôme, je vais à la pharmacie moi-même, je dis, demandez-moi si parce que telle voisine ou tel camarade a déjà utilisé tel médicament pour un de thèmes très simples, voilà un peu comment on peut définir l'automédication. Merci beaucoup. Et selon vous, est-ce que les femmes sont suffisamment sensibilisées sur cette question? Pour la sensibilisation de l'automédication, les femmes enceintes ne sont pas vraiment trop sensibilisées sur les dangers. La sensibilisation, c'est vrai, ça existe, mais il reste beaucoup à faire quand même. Je crois que la responsabilité revient surtout aux agents de santé, particulièrement aux sages-femmes qui sont chargées de suivre la femme enceinte. Non, il faudra vraiment faire une sensibilisation. C'est vrai, les sages-femmes ont la volonté de le faire, on le remarque sur le terrain, mais parfois elles sont au four et au moulin, c'est elle qui a la consultation, c'est elle qui a la salle d'accouchement de gauche à droite, à telle enseigne que le message ne passe pas réellement pour que les femmes aient une idée en fait sur les dangers qui les guettent en socio-médicant. Merci. Monsieur Avositi Henri, dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier alors la préférence à l'automédication? Je dirais c'est d'abord le manque d'information et les moyens précaires de la population. Parce qu'elles se disent, si je vais à l'hôpital, je vais d'abord payer la consultation. À part ça, l'agent de santé va demander un bilan avant de lui prescrire le médicament qu'il faut. Or, vu les moyens, le peu de moyens qu'il a, il se dit, je peux moi-même me traiter, d'où l'automédication. Merci. Pour Madame Gandafo Isabelle, les femmes ne sont pas autant sensibilisées. Donc le travail revient alors au personnel de la santé, au personnel pour accompagner en fait dans cette pratique de la communication pour un changement de comportement. Madame Elvie Opéicha, alors que doit-on faire? Merci monsieur Dimitri. Comme l'a dit Madame Gandao tout à l'heure, il faut vraiment renforcer sur la sensibilisation. Il faut vraiment sensibiliser les femmes enceintes sur l'automédication. Et pour ce faire, nous allons nous adresser aux agents de santé, bon, que ce soit sage-femme ou gynécologue, parce que autant que nous sommes en contact presque tout le temps des femmes enceintes, et tous les jours nous avons les femmes enceintes devant nous pour se faire consulter. Donc je pense que déjà là, nous avons déjà l'opportunité de leur parler de l'automédication. Puisque l'automédication ne fait pas partie des thèmes qu'on utilise souvent en consultation prénatale, je pense que c'est le moment de l'intégrer dans nos discussions avec les femmes enceintes. Il faut les expliquer que l'automédication est vraiment un danger pour eux. Il faut les expliquer en fait les conséquences, ce que l'automédication peut créer, non seulement pour eux, pour l'enfant qu'ils portent en eux, et même après l'accouchement. Donc le tout repose en fait sur la sensibilisation et nous tournons vraiment nos regards vers les agents de santé, vers les sages-femmes pour nous aider par rapport à cela. Merci beaucoup Madame Elvie Opéicha. Moi j'ai compris, ceux qui sont à la maison aussi ont compris le message. Des invités qui sont ici sur le plateau, l'automédication est une mauvaise pratique et il faudrait que nous corrigions la donne. Et pour corriger cette donne, il faut que nous sensibilisions. Nous sensibilisons d'abord les femmes, nous sensibilisons également les conjoints parce qu'il faut être en couple pour aujourd'hui assister à la CPN. C'est ce que nous désirions et c'est ce que nous recommandions à tous les autres couples qui nous suivent actuellement à travers cette émission. Madame Gandafo, je reviens toujours à vous parce qu'il y a des chiffres qui sont criards. Nous avons eu des données qui nous amènent à penser que la politique ne n'existe pas suffisamment, n'accompagne pas suffisamment d'ailleurs les centres hospitaliers, les hôpitaux pour que nous ayons moins de décès. À entendre Amnesty International, Belgique, plus de 300 000 femmes meurent chaque année de complications d'une grossesse, d'un accouchement, soit une femme toutes les 90 minutes. En Afrique subsaharienne, il est plutôt démontré à travers nos données que nous avons que le risque de mortalité est de 1 sur 26. Et tout récemment, il y a Dr Dante qui a fait une étude
précisément au niveau de la ville touristique de Ouidah. Et il en est ressorti de cette étude que une femme meurt toutes les 56 secondes au Bénin. C'était en 2015. Dites-nous, Madame Gandaro, selon vous, quelles sont les causes de ces décès? Merci, monsieur Dimitri. Vraiment, ça fait mal de savoir qu'en voulant donner la vie, on perd sa vie. Et le constat est vraiment amer, comme vous l'avez dit, les chiffres démontrent que beaucoup de femmes perdent leur vie en voulant donner vie. Donc, les causes sont multiples, d'accord? Donc, en premier lieu, on peut parler de la lenteur du système hospitalier. Permettez-moi de le soulever, mais parfois, vous allez dans des hôpitaux, la femme vient, elle est en travail, ou elle est un peu négligée. Là, un peu négligé par les sages-femmes, par ceux qui sont chargés de l'accueil, ou bien l'accueil n'est pas tellement chaleureux au point où la femme déjà dans cet état avec la grossesse, c'est un état où la femme émotionnellement n'est pas stable, donc il lui faut un bon accueil, donc elle n'est pas bien accueillie. Et tout ça crée des décès parce que déjà la femme, quand tu ne l'accueilles pas bien, elle est réticente, même quand elle ressent quelque chose, elle hésite à s'approcher de la sage-femme. Peut-être si je vais vers la sage-femme maintenant, elle va crier sur moi. Donc un premier volet, cause des décès maternels. Un autre volet, on a aussi la pauvreté. On a aussi la pauvreté où la grossesse n'est pas bien suivie, faute de moyens. On ne va pas correctement consultation prénatale, on ne fait pas les bilans. Les bilans qu'on a demandé, on ne fait pas. Imaginez une femme qui ne fait pas son repas sanguin avant d'aller accoucher, par exemple. Déjà, s'il y a un problème à la salle d'accouchement, elle peut perdre facilement la vie. Donc, il y a aussi ce volet-là. Un autre volet aussi, nous avons les systèmes sanitaires qui, dans les zones reculées, n'existent pratiquement pas, où les matrones sont encore en train d'exercer. À ce siècle où nous sommes, les matrones exercent toujours. Et c'est quand tout se complique maintenant, on prend la femme, on la met, on essaie de chercher un moyen de déplacement, et peut-être en cours de route, elle perd la vie. Elle perd la vie, donc vraiment la responsabilité est partagée et il faut tout faire pour éviter ça parce que ça fait vraiment mal de perdre la vie en voulant donner la vie. Merci beaucoup. Nous n'avons plus assez de temps. Les hommes qui sont aux télécommandes viennent de nous faire comprendre que le temps passe. Alors nous allons passer directement à un autre volet de notre thématique de cet après-midi. Je vais rapidement aller vers monsieur Avosétien. Monsieur Arif Avosétien, nous n'avons pas fini ce débat sans parler de l'apport des gouvernants et acteurs de la santé. Nous avions remarqué que l'État béninois est en train d'œuvrer et en train d'apporter énormément au système sanitaire. Tout dernièrement, nous sommes passés à un recrutement de plus de 1400 personnels de santé au profit du ministère de la Santé. Mais nous trouvions toujours qu'il y a toujours une faille dans ce système. Alors qu'est-ce que nous pouvions faire aujourd'hui pour quand même accompagner davantage les centres hospitaliers, les centres de santé qui accueillent ces femmes-là et qui sont vraiment au premier rang dans la gestion de la grossesse jusqu'à l'accouchement? D'accord, merci monsieur Dimitri. C'est le moment de remercier déjà le système en place pour l'effort qui se fait tous les jours pour la prise en charge de ces femmes, parce qu'il y a un programme mis en place, même si ce n'est pas encore élargi à tous les niveaux, il y en a qui bénéficient déjà de cela. Et comme le dit-on, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Ce n'est pas seulement les gouvernants, ce n'est pas seulement l'État d'accompagner ces femmes. Même les personnalités politiques, eux-mêmes, ils peuvent quand même déjà au sein de leur département ou de leur commune respective apporter une couche de soutien au système de santé existant. Même étant un personnel, un cadre de la zone aussi, je crois on peut aussi apporter une couche de soutien à ces femmes. Donc n'attendons pas forcément que tout vienne de l'État. Merci beaucoup monsieur Avosétien. Je finis par vous, mais en attendant, permettez-moi de m'adresser d'abord à Madame Elvie Opeisha. Quel message envoyez-vous à vos collègues? Quel message envoyez-vous aux sages-femmes, vos collègues sages-femmes? Quel travail
quel travail les sages-femmes peuvent encore faire aujourd'hui pour quand même réduire le taux de décès maternels qui semble être encore très élevé malgré l'effort des politiques et malgré l'effort également de vous, personnel de la santé. D'accord, merci monsieur Dimitri. Alors envers mes collègues, je ne peux que leur dire de se mettre encore au pas. Il faut d'abord l'accueil. L'accueil. On le dit partout. Une femme en difficulté, une femme enceinte en difficulté, dès qu'elle vient à l'hôpital, lorsque la sage-femme l'accueille très bien, c'est qu'elle est guérie à moitié. Alors il faut qu'en tant que sage-femme, nous puissions bien et avoir un très bon sens d'accueil. C'est le premier point. Ensuite, il faut développer plus le domaine, le réseau des soins obstétricaux, néonataux et d'urgence. Il faut également assurer, renforcer le système de référence, surtout dans les centres périphériques. Lorsque vous accueillez des femmes, vous avez des femmes et que vous ne pouvez plus continuer les soins, il faut passer la main le plus rapidement possible pour pouvoir sauver cette femme. Il faut également que, en tant que sage-femme, donner des conseils, surtout sur l'automédication, surtout sur ce côté. Parce qu'il est remarqué, surtout dans les zones reculées, que les femmes enceintes s'abandonnent trop à ce fléau. Ils utilisent souvent, ils ont cette habitude en fait de s'automédiquer. Il faut les conseiller parce que l'automédication fait partie des facteurs qui compliquent aussi la grossesse et qui peut donner facilement un décès. Alors vraiment, en tant qu'agent de santé, il faut qu'on agisse sur ce côté. Il faut que nous nous appuyions vraiment sur nos sensibilisations. Il faut qu'on fasse un grand effort pour que les femmes enceintes puissent nous écouter. Que, attention, l'automédication. On dit l'automédication, il y a aussi les tisanes. Nous prenons les tisanes, mais nous ne savons pas quelle dose il faut pour telle maladie. C'est ce qui nous tue. Alors agissons sur son côté. Conseillons les femmes que nous avons souvent en consultation prénatale chaque fois sur ce côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Kouisha. Dites-nous, quel type de collaboration proposez-vous entre quel type de proposition de collaboration hybride voudriez-vous entre la sage-femme et le couple afin que plus jamais nous n'ayons plus de décès maternel ou bien plus jamais nous n'ayons plus de décès lors d'un accouchement ou de la grossesse, tout au long de la grossesse. Qu'est-ce que vous proposiez, Madame Gandaro? La complicité entre la sage-femme et le couple, je ne dirais pas la femme et le couple, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'homme doit accompagner la femme à travers toutes ces étapes de la grossesse. Donc la complicité doit être vraiment, il doit y avoir une collaboration étroite entre la sage-femme et le couple. La sage-femme doit accompagner la femme non seulement à partir de la première consultation prénatale jusqu'à la délivrance, non seulement au niveau des bilans, au niveau de ses symptômes, des prescriptions autres, mais elle doit aussi l'accompagner psychologiquement, moralement, parce que la grossesse est un moment où la femme est éprouvée physiquement, psychologiquement, moralement, elle est éprouvée, donc elle doit vraiment être présente dans la vie du couple, en griffe, présente dans la vie du couple et conseiller le couple, la femme aussi, bien les conseiller sur les attitudes à adopter. Comment devenir parent, on l'apprend. Donc elle a un rôle vraiment énorme à jouer. Donc il faut vraiment que les sages-femmes se mettent au pas pour pouvoir bien jouer ce rôle. Je prends l'exemple d'une femme qui a fait des fausses répétées et qui est enceinte, qui est venue chez une sage-femme. Elle doit la rassurer, lui dire non, tout va bien se passer cette fois-ci. Donc la complicité doit vraiment exister et elle doit être en quelque sorte la confidente du couple pour que tout se passe réellement bien du début de la grossesse à la délivrance. Merci beaucoup Madame Isabelle Gandaro. Merci à vous chers téléspectateurs. Vous aviez compris, nous sommes à la fin de notre débat. Aujourd'hui, nous avions retenu que la femme doit se faire accompagner de son conjoint tout au long de la grossesse et au cours de l'accouchement. Et pour y arriver, il faut une franche collaboration avec le personnel de santé
pour que nous n'assistons plus à ces décès de masse. Nous venons de terminer ce débat et nous vous disons à bientôt, chers téléspectateurs.